Information, recherche, rétinite pigmentaire organise ses 37e rencontres nationales ici à Montpellier pour la première fois. Deuxième conférence, Béatrice Boquet, généticienne INM Montpellier. Quelle maladie et quel gène dans les maladies rétiniennes ou du nerf optique? Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. J'ai l'impression un petit peu d'être en famille. Merci beaucoup pour la présentation, Ariel, tout à l'heure. Je ne pense pas être la meilleure généticienne du monde, mais en tout cas, ce que je fais, je le fais avec tout mon cœur et pour essayer de vous apporter une réponse en fait génétique. Alors, je sais pas comment ça marche. Voilà. Alors, je vais vous parler en fait du centre de référence de Montpellier, des différentes pathologies que l'on peut voir en fait lorsque vous venez en consultation, et de génétique, puisqu'en fait on associe le diagnostic génétique qui vient confirmer le diagnostic clinique. Donc, je travaille au centre de référence des maladies rares Maoulia de Montpellier. C'est un centre qui a été labellisé en 2004, donc à l'époque de notre regretté Christian Hamel. Donc ce centre a vu le jour lors du premier plan national maladies rares. Donc ce plan qui a été mis en place après la mobilisation des pouvoirs publics, mais essentiellement aussi des professionnels de santé, ainsi que des associations de patients. Vous avez eu un poids énorme en fait pour la mise en place de ces plans nationaux. Donc le centre de référence Maoulia est un des 6 centres labellisés de la filière de maladies rares sans gène, qui est dédié aux maladies rares sensorielles. Alors depuis le décès de Christian, c'est le professeur Meunier, vous venez d'entendre, qui est la coordinatrice. Et à Montpellier, nous avons 3 axes qui correspondent à 3 types d'atteintes génétiques. Le premier axe est l'axe en fait des atteintes visuelles, qui est managé par Isabelle. C'est un axe d'atteinte visuelle. En fait, on voit des patients avec des dystrophies de la rétine, que ce soit les rétinopathies pigmentaires, les maculopathies, mais également les neuropathies optiques. Le deuxième axe est l'axe en fait ORL, qui est pris en charge par le docteur Catherine Blanchet, qui va recevoir des patients avec des surdités, qu'elles soient isolées ou syndromiques, associées ou non à des troubles de l'équilibre. Et le docteur Blanchet fait également de la prise en charge thérapeutique. Et enfin, le troisième axe, qui est un peu plus mineur, puisque ça concerne moins de patients, c'est l'axe en fait des atteintes neurologiques, avec des pathologies syndromiques, génétiques et atteintes multisensorielles, qui est pris en charge par le professeur Agathe Rouberti, qui est neuropédiatre. Je vous invite également, si vous le souhaitez, à consulter notre site internet tout neuf qui vient d'être refait, le site Maoulia, hébergé par le CHU. Au niveau de ces atteintes, qu'elles soient visuelles ou auditives, les atteintes visuelles vont concerner ces maladies rares visuelles qui vont toucher 3 parties de l'œil. Le segment plutôt antérieur, dans lequel on peut trouver des anomalies de type malformation, qui sont les anophtalmies, microphthalmies, etc. La partie plus centrale qui touche la rétine, pour lequel en fait, nous pouvons voir des pathologies de dystrophie qu'on va appeler des dystrophies rétiniennes, et la partie plus postérieure qui va englober le nerf optique, à l'origine de pathologies que l'on appelle les neuropathies optiques. Alors, mon technicien, Mako, n'est pas qu'un technicien, on va dire, de biologie, mais il a aussi une âme artistique. Et il nous a refait un petit peu cette planche pour vous montrer le suivi et la prise en charge en fait, des patients lorsque vous venez en consultation centre de référence. La première étape, c'est évidemment l'entretien avec le médecin, qui va résumer avec vous l'histoire de la maladie pour comprendre un petit peu mieux votre passé. Il va dresser avec vous en fait un arbre généalogique qui nous est essentiel pour mieux comprendre le mode de transmission. Et donc il va voir avec vous qui est atteint chez vous, qui est atteint dans la famille, etc. Ensuite, vous allez avoir des examens visuels complets, détaillés, ça va prendre un peu de temps.
Éventuellement, c'est un souci ORL, donc vous allez avoir une consultation avec le docteur Blanchet, donc pour des examens spécifiques ORL, éventuellement d'équilibre, hein, s'il y a une suspicion de syndrome de Usher. Éventuellement, vous allez éventuellement rencontrer donc, le professeur Rouberti. Et puis à la fin de cette journée de synthèse d'examen, donc, vous allez finir en fait la consultation avec un entretien avec le médecin qui va vous émettre une hypothèse la plus probable du diagnostic clinique, du type de transmission, ainsi que des conseils à appliquer dans votre vie de tous les jours. Et puis vous passez par l'étape prise de sang, puisqu'en fait on a besoin de votre sang pour faire le diagnostic génétique qui va venir compléter le diagnostic clinique et le confirmer. Alors l'équipe de Montpellier, ce n'est pas que le centre de référence. Vous allez rencontrer cet après-midi des chercheurs qui sont associés à notre équipe de diagnostic clinique. Donc le centre de référence, lui, est situé donc, au sein du centre hospitalier. Et puis, donc, sur le même campus, vous avez l'Institut des neurosciences de Montpellier, qui est une unité INSERM fraîchement renouvelée. Et nous travaillons avec l'équipe Vision qui est dirigée par le docteur Kalatzis qui va venir vous expliquer un petit peu son travail tout à l'heure. Et cette équipe Vision a 3 axes de recherche. Le premier qui concerne les dystrophies de la rétine ainsi que le cycle visuel dans l'épithélium pigmentaire rétinien qui est managé par le docteur Philippe Brabé. Ensuite, le deuxième axe, celui de la génétique des pathologies de la rétine, dans lequel j'interviens à côté des docteurs Anne-Françoise Roux et Gaëlle Manès. Et le dernier axe, spécifique à la thérapie génique des dystrophies de la rétine, dirigé par Vicky. Alors, pour commencer, donc, la partie clinique. Donc, voici un petit peu le bilan d'activité clinique de Montpellier. Donc, c'est un centre labellisé depuis 2004, mais depuis les années 90, donc Christian Hamel a eu à cœur en fait, de référencer déjà des familles, de recevoir des familles avec des atteintes rétiniennes et du nerf optique, donc d'origine génétique. Et depuis donc, les années 90, nous avons référencé 5200 familles qui correspondent à peu près à 12 000 patients, dont 6 000 présentent une pathologie et 6 000 sont désapparentés. Simplement ici pour vous montrer un petit peu l'évolution du nombre de consultations à l'année. Ce que vous disait Isabelle tout à l'heure, c'est qu'on est à peu près à 1000 consultations à l'année. Donc nous voyons à peu près 1000 patients par année. Alors comment se répartissent les pathologies dans notre centre de référence ? Elles se répartissent de cette façon-ci. La majeure partie des patients ont une atteinte rétinienne. Donc c'est ce qui est situé en fait voilà, enfin, sur toute la partie quasiment du camembert. Je vais vous présenter beaucoup de camembert, j'espère que vous aimez le camembert. Alors donc la première, la maladie vraiment phare en fait, la plupart des patients présentent quand ils viennent au centre de Montpellier, il s'agit de la rétinite pigmentaire, donc ce que l'on appelle en fait, ce que les anglo-saxons appellent la Roth-Cohn dystrophie, donc avec une atteinte bâtonnée prédominante. Donc nous avons à peu près un tiers des patients que nous voyons, qui présentent une rétinite pigmentaire, quel que soit le mode de transmission génétique. Ensuite, on a environ 1 patient sur 10 qui se présente avec cette atteinte oculaire, mais avec une atteinte extra-oculaire, donc ce qu'on appelle les formes syndromiques. Et le syndrome le plus fréquemment rencontré à Montpellier, on est aussi un centre expert en fait, dans cette pathologie, c'est le syndrome de Usher qui associe une rétinite pigmentaire avec une surdité profonde ou de perception. Nous avons également donc, 6% de nos patients qui présentent non pas une rétine pigmentaire vraiment au sens strict du terme, mais des atteintes que l'on appelle, en fait, qui sont un peu particulières, donc notamment la choroïdérémie, 2% de nos patients, des formes congénitales qui sont des formes en fait, de l'enfance et qui sont des formes sévères, donc avec l'amoureuse congénitale de Leber. Et puis on se dirige en fait sur des atteintes qui sont plus centrales, donc à peu près 1 patient sur 5 se présentant à Montpellier présente une atteinte centrale, donc une dystrophie maculaire, avec la maladie très représentative qui est la maladie de Stargardt, mais également la maladie de Best.
Ensuite, un patient sur 6 présente une pathologie rétinienne plutôt stationnaire, congénitale. Ça, c'est important de pouvoir en faire le diagnostic pour la différencier des atteintes qui sont plus évolutives. Donc, il s'agit des cécités stationnaires congénitales nocturnes, des achromatopsies, ainsi que des albinismes, qui sont des formes plus stationnaires, on va dire. C'est de la basse vision, mais c'est des formes plus stationnaires. Et puis on a à peu près un patient sur 10 qui se présente avec donc une atteinte du nerf optique, que ce soit une forme dominante au niveau transmission, une forme mitochondriale avec la neuropathie héréditaire de Leber, ou une forme récessive. Alors, encore un petit peu de schémas en fait, qui sont faits par Mako, mon technicien artiste. Donc pour vous présenter un petit peu ces différents types de transmission, quand on vous parle de maladies récessives, dominantes, en gros comment ça se présente, à quoi on les reconnaît et quel est le risque en fait aussi pour la descendance ou pour les autres membres de la famille. Donc le premier type de transmission, ce sont les transmissions qu'on dit mendéliennes, en fait les transmissions récessives, dominantes ou liées à l'X. Donc la première transmission qui est la transmission récessive, en général, c'est un patient qui se présente, on a une seule génération qui est atteinte, parfois même c'est un cas qu'on dit isolé, donc il est seul dans la famille à être touché. Ça peut être des atteintes de garçons ou de filles, et généralement les parents ne présentent aucune symptomatologie, et les enfants non plus. Donc pour expliquer ce type de transmission, on vous l'a dit tout à l'heure, donc nous avons tous dans nos génomes nos gènes en double copie. Une copie qui est héritée de notre père, une copie qui est héritée de notre mère. Dans le cas de la transmission récessive, aucun des deux parents n'est atteint, mais chaque parent porte une copie mutée du gène, ce qui est représenté ici en fait par le petit bâton qui est le chromosome, qui est en grisé. Donc une seule copie est mutée et l'autre copie en fait qui est saine permet la fonction normale de la protéine, donc il n'y a pas d'atteinte. Au moment en fait de la conception d'un embryon, chaque parent va donner une copie, soit la copie saine, soit la copie mutée. Et ça en fait, voilà, c'est une chance sur 2. La probabilité donc pour que ce couple ait un enfant qui soit porteur de la maladie, et qu'en fait, c'est une chance sur 4. C'est la probabilité, 25% de chance, pour que les deux allèles malades se rencontrent en fait dans la même cellule. C'est ce qui est représenté donc, sur votre droite. Les autres enfants issus de ce couple pourront éventuellement porter 2 allèles sains. À ce moment-là, ils ne transmettront jamais la maladie ni l'allèle muté. Et dans un cas sur 2, en fait, les enfants seront juste porteurs, que l'on dit hétérozygotes. Ils seront comme leurs parents, c'est-à-dire qu'ils seront sains, mais ils porteront un allèle muté qu'ils pourront transmettre aussi à leurs enfants. Donc voilà. Donc le risque de récurrence pour ce type de transmission, c'est 25%. C'est-à-dire que dans un cas sur 4, l'enfant en fait à naître pourrait être porteur de la pathologie. Dans le cas de la transmission dominante, donc on vous l'a expliqué précédemment, le mécanisme est différent. C'est-à-dire que sur les 2 copies, si une seule est mutée, ça suffit à déclencher la maladie parce que c'est un mécanisme toxique. Donc la protéine mutée va être toxique pour la rétine. Donc dans ce cas-là, ça se présente généralement sous cette forme-là. Donc en fait, une famille à 3 générations. Chaque génération, statistiquement, en fait, peut présenter la maladie. On a une transmission de père à fils que l'on ne voit pas dans les autres modes de transmission, sauf exception dans certains cas récessifs, s'il y a une consanguinité parentale, donc un lien de parenté entre les parents, c'est possible. Mais c'est typiquement ce type de transmission. Et en fait, sur les grandes fratries, on peut avoir la moitié des enfants, malheureusement, qui sont porteurs et qui développent la pathologie. Dans ce cas-là, donc un des 2 parents est atteint. Il va transmettre dans un cas sur 2 son allèle qui est muté. Donc la moitié de ces enfants, statistiquement parlant, risquent de développer la pathologie. Donc c'est un enjeu en fait pour ces formes dominantes de trouver effectivement le gène impliqué, puisqu'en fait on se doit d'indiquer le risque en fait pour les futurs enfants à naître.
et également le risque pour les générations suivantes. Quand on a un couple qui se présente avec un enfant qui est atteint et que l'un des deux parents est atteint, c'est important de leur dire, voilà, il y a un risque aussi pour la génération suivante. Enfin, la transmission liée à l'X. Donc c'est le cas typique, comme vous constatez sur cet arbre, en fait. C'est en général une famille où seuls les hommes sont atteints par lignée maternelle. Les femmes habituellement donc, sont juste des conductrices, elles vont porter donc, un de leurs chromosomes qui porte la mutation. Elles auront parfois juste des signes au fond d'œil, parfois elles pourront faire une forme, on va dire plutôt modérée de la pathologie, mais ce lignage se fait effectivement essentiellement par voie féminine. Donc dans ce cas présent, vous avez la maman qui est conductrice sur votre droite, donc elle porte un allèle X qui est muté. Elle va transmettre obligatoirement ses X, donc soit l'X muté, soit l'X normal, donc dans la moitié des cas, et le papa, lui, va apporter soit le deuxième chromosome X dans le cas d'un embryon fille, soit son chromosome Y, et à ce moment-là, ce sera un embryon garçon. Ce qui fait qu'à la génération suivante, donc au niveau des enfants, il y a un risque sur 2 d'avoir un garçon qui sera atteint, et un risque sur 2 d'avoir une fille qui transmettra, elle aussi, son allèle muté sans développer la pathologie. Et dans ce type de transmission, malheureusement, en fait, quand un garçon est touché, toutes ces filles seront conductrices et tous ces garçons seront sains. Enfin, le dernier type de transmission, qui est plus rare dans les dystrophies de la rétine, mais que l'on peut plus facilement retrouver dans les neuropathies optiques, c'est la transmission mitochondriale. Donc la mitochondrie, c'est cette petite usine énergétique qui est essentiellement transmise en fait par voie féminine. Donc la maman transmet ses mitochondries dans l'embryon, mais le papa, lui, en fait, ne transmet pas ses mitochondries, même si elles sont altérées. Donc c'est également un mode de transmission qui est par voie féminine, et vous n'aurez jamais de transmission de garçon à garçon. Donc voilà, ce schéma en fait, qui vous représente un petit peu en fait, cette transmission mitochondriale qui est plus rare. Mais il n'est pas exclusif aux neuropathies optiques. On a quelques cas de dystrophie de la rétine avec des atteintes de l'ADN mitochondrial. Pour en revenir maintenant au diagnostic génétique que l'on fait, donc je vais vous parler essentiellement des dystrophies rétiniennes, donc les dystrophies de la rétine. Donc je vais aborder 4 grandes pathologies, donc les rétinites pigmentaires, les formes Rod-Cone, les autres types de rétinopathie pigmentaire ainsi que les formes syndromiques. Je vous parlerai également du diagnostic génétique des maculopathies et également des pathologies stationnaires. Alors aujourd'hui, comme vous l'expliquez, le diagnostic se fait par séquençage d'un panel de gènes. On a à peu près 200 gènes sur les grands panels qui nous permettent quand même d'avoir une réponse dans la majeure partie des cas. Mais il y a également le plan France Médecine Génomique 2025 qui est en place depuis 1 an, avec ses conditions d'inclusion de patients, et qui vient finalement compléter également et prendre toute sa part dans le diagnostic génétique, et qui va normalement nous permettre de rendre un diagnostic génétique plus rapidement. Et effectivement, il y a eu une révolution dans le diagnostic génétique. C'est vrai que les techniques ont beaucoup évolué. Et donc, ces techniques, on les applique maintenant à tous les nouveaux patients que l'on reçoit au centre de référence. Et on peut les réappliquer, évidemment, en fait, aux patients quand ils se manifestent. Alors, n'hésitez pas à vous manifester auprès de nous pour voir où en est votre diagnostic génétique et voir s'il y a des choses à relancer pour qu'on puisse vous apporter une réponse. Alors, je vais vous parler essentiellement des rétinites pigmentaires, parce que c'est un peu mon sujet de recherche également. Donc, au niveau des rétines pigmentaires et de leur transmission, on va retrouver les trois principaux types de transmission mendélienne. Et globalement, on remarque en fait que 55% des formes de rétine pigmentaire sont des formes familiales à laquelle, rien qu'en regardant l'arbre, on peut vous dire apparemment ça ressemble à une transmission dominante, ça c'est 20% des cas. Ou alors, c'est un arbre typique d'une transmission liée à l'X, c'est 15% des formes, de toutes les formes de RP.
et 20% c'est une forme récessive. Ça, c'est les 55% de formes qui sont dites familiales quand il y a plusieurs patients qui sont touchés dans une famille. Mais 45% des patients se présentent en étant ce qu'on appelle des cas isolés, des cas sporadiques ou simplex. C'est le cas en fait où voilà, la personne est toute seule dans la famille à être touchée. Et oui, ça peut être génétique, et oui, ça va être génétique la plupart du temps, mais on ne connaît pas le mode de transmission, et c'est pour cette raison que le diagnostic génétique est important, parce qu'il faut vous apporter une réponse entre voilà, la forme dominante, c'est-à-dire que ça ne s'est peut-être pas exprimé dans les générations précédentes, parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des variations d'expressivité, des variations de pénétrance. La mutation peut être présente, mais pour des raisons X, Y, elle ne va pas forcément s'exprimer chez le patient. Donc ça, c'est important de savoir si, effectivement, vous êtes porteur d'un gène qui se transmet sur le mode dominant pour voir et vous apporter le meilleur conseil génétique possible pour les générations suivantes. Ça peut être également une forme liée à l'X. Quand vous êtes un garçon isolé, en fait, vous êtes le seul atteint de la famille. Tant qu'on n'a pas pu examiner votre maman, de voir si elle avait des signes de conductrice, ça peut être une forme liée à l'X. Et ça peut être, la plupart du temps, ça va être une forme autosomique récessive. À Montpellier, donc, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons déjà référencé plus de 1400 familles avec une rétine pigmentaire, tout type de transmission confondue, et ça fait à peu près 2000 patients. Il faut savoir que la prévalence de la rétine pigmentaire est à peu près de 1 naissance sur 4000, ce qui fait que normalement, en France, on a à peu près 15 000 patients qui présentent une rétine pigmentaire. D'un point de vue génétique, la rétine pigmentaire est une pathologie qui est très hétérogène. Elle est hétérogène d'un point de vue clinique, mais elle l'est également d'un point de vue génétique. Il y a environ 90 gènes qui sont connus aujourd'hui pour donner une rétine pigmentaire, tout type de transmission confondue, un peu plus de 63 gènes pour la forme récessive, 30 gènes pour la forme dominante, et 3 gènes seulement pour la forme liée à l'X, RP2, RPGR, et un gène bien plus minoritaire au FD1. Et il faut savoir que certains gènes vont être à la fois responsables de formes dominantes comme de formes récessives. Et tout va dépendre de la mutation. Encore une fois, c'est important de connaître la mutation pour vous dire oui, c'est une forme dominante ou non, c'est une forme récessive. Et là, l'enjeu n'est pas le même pour les générations suivantes et puis pour votre prise en charge également pour la thérapie potentielle qu'on pourrait vous proposer. Voici le bilan en fait, de notre cohorte de familles avec rétine pigmentaire diagnostiquée à Montpellier. Donc ce sont des patients que l'on a explorés sur plein de points de vue au niveau génétique, que ce soit le séquençage gène par gène, brique par brique, ou plus dernièrement en fait, de façon générale avec des panels de gènes, puisque c'est bien en place en diagnostic génétique laboratoire depuis 2014. Donc les techniques ont vraiment évolué, ça nous a permis de rendre beaucoup plus de diagnostics positifs. Et aujourd'hui, donc, nous rendons un diagnostic positif à peu près dans 80% des cas, un peu moins de 80% des cas. Comment se répartissent ces gènes? Donc là, c'est tout type de transmission confondue. Donc je vous ai mis en haut à droite les gènes plutôt des formes récessives, puis les gènes des formes dominantes, et enfin les gènes des formes liées à l'X. Donc les gènes majeurs des rétines pigmentaires, ce sont le gène UH2A, pour lequel effectivement il y a la thérapie ProQR qui va traiter un exon particulier, et donc les mutations sur un exon particulier du UH2A. Donc à peu près un patient sur 10 avec une rétine pigmentaire va avoir des mutations dans le gène UH2A. Ce gène UH2A est également responsable d'une forme syndromique, dont on va parler tout à l'heure. Et donc c'est vrai que c'est important, quand on trouve des mutations qui ne sont pas encore décrites dans la littérature, d'envoyer en fait nos patients pour un petit contrôle ORL, juste pour voir s'il y a une atteinte auditive ou pas. Ensuite, un autre gène majeur, donc, c'est le gène RPGR, donc le gène pour lequel effectivement il y a un essai clinique de thérapie génique. Ça représente également un patient sur 10. Et enfin, les gènes d'épissage, qui sont des gènes responsables de formes dominantes et qui sont un peu perturbants, ces gènes, puisqu'en fait, on peut avoir des variations de pénétrance, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément avoir un arbre généalogique qui nous fait suggérer à une forme dominante, et puis quand on fait le diagnostic génétique, c'est un gène dominant. Donc là, c'est pareil, en fait, lors du compte-rendu de résultats, l'approche est différente, puisqu'il y a un risque pour les descendants, et la thérapie
que l'on souhaiterait est un peu différente parce qu'il faut casser l'allèle muté pour que en fait, la rétine puisse, les photorécepteurs puissent exprimer en fait, une protéine normale. Une forme en fait, de rétinopathie pigmentaire donc, qui est congénitale, hein, les formes sévères de l'enfant, c'est l'amorose congénitale de Leber. À peu près 95 familles, une petite centaine de familles que l'on suit à Montpellier, pour lesquelles nous avons un diagnostic positif que l'on rend dans 85% des cas. Alors, quels sont les gènes de ces amoroses congénitales de Leber? C'est également une pathologie qui est hétérogène d'un point de vue génétique. Donc, les gènes majeurs, eh bien, voilà, un patient sur 10 présente une mutation dans le gène RP65 dont on vous a parlé pour la thérapie. Voilà, potentiellement, ce sont des patients qui sont éligibles pour la thérapie Luxturna. Donc, c'est un diagnostic que l'on doit faire le plus précocement possible pour pouvoir traiter au plus tôt ces petits patients. Et ensuite, vous avez donc le gène CRB1, donc pour à peu près un patient sur 6, donc, qui est responsable en fait, de ces formes d'amorose congénitale de Leber. Il existe également en fait, des formes dominantes de l'amorose congénitale de Leber. Et c'est pareil, la prise en charge est différente. Donc, avec le gène CRX, hein, qui est un gène qui se transmet sur la forme dominante. Et on a beaucoup de cas avec des familles CRX, en fait, qui sont des cas isolés, parce que ce sont beaucoup en fait, des transmissions, on va dire, en fait, ce sont des mutations de novo qui ne sont pas présentes chez les parents et qui en fait, se produisent avant même la formation en fait, de l'embryon. Le syndrome de Scher, maintenant, donc c'est la forme syndromique de la rétine pigmentaire. Donc il n'existe pas un syndrome de Scher, mais plusieurs formes de syndrome de Scher. Donc le syndrome de Scher de type 1, qui est en fait une forme la plus sévère en fait des syndromes de Scher, avec une surdité congénitale, des troubles en fait du vestibule et une rétinopathie pigmentaire qui est plutôt sévère. Donc nous avons 400 patients avec le syndrome de Scher qui sont répartis. Donc, on a à peu près en fait 2/3 de patients qui ont plutôt une forme de Usher de type 2, donc avec une rétinopathie pigmentaire qui est un peu plus modérée et une surdité en fait qui n'est pas une surdité profonde, contrairement à celle du Usher de type 1. Alors, je vous ai représenté ici le diagnostic génétique. Donc, nous avons un panel donc, à Montpellier, donc, qui est un diagnostic génétique que fait le docteur Anne-Françoise Roux, qui est un diagnostic en fait, qui apporte une réponse dans pratiquement 94% des cas. La plupart des patients sont des patients Usher type 2 avec une mutation dans le gène UH2A, encore une fois, donc ce gène que l'on peut, s'il y a une mutation dans l'exon 13 en fait, du gène UH2A, il y aura une thérapie en fait, que l'on pourra proposer aux patients. Cette conversation va être enregistrée. Ensuite, pour les patients avec le Usher de type 2, le gène majeur et le gène myocéta, ce sont de très grands gènes. Enfin, pour les dystrophies maculaires, les maculopathies, donc, nous avons à peu près 900 familles, nous rendons un résultat positif dans près de 80% des cas. Le gène majeur de ces maculopathies est le gène ABCA4, qui est un très très grand gène, responsable de maladie de Stargardt. Donc, je vais accélérer un petit peu pour qu'on ne prenne pas trop de retard. Le diagnostic génétique des formes stationnaires est un diagnostic également important. En fait, ce sont des patients qui se présentent avec une acuité visuelle basse dès la petite enfance, avec un nystagmus. Il est important de faire le diagnostic génétique pour être sûr qu'il s'agit d'une forme stationnaire et non pas d'une forme évolutive comme l'amorose congénitale de Leber. Donc, nous faisons le diagnostic des formes d'achromatopsie avec nos collaborateurs en Allemagne, donc avec un rendu de résultat en fait, qui est à près de 80% des patients, et deux gènes majeurs, les gènes CNGA3, CNGB3.
dans les formes d'albinisme oculaire donc, ou oculocutané. Donc, en collaboration avec le laboratoire de Bordeaux, nous avons un peu plus d'une centaine de familles. Le diagnostic génétique est un peu moins bon en termes de rendu. Nous avons un protocole de recherche qui est actuellement en cours en fait, pour explorer davantage. Enfin, la dernière partie, c'est pour les dystrophies du nerf optique, donc, qui cette fois-ci se fait par séquençage de panels de gènes ou par séquençage de l'ADN mitochondrial. Donc les patients avec dystrophie du nerf optique ne sont pas éligibles au plan France Médecine Génomique pour l'instant. Et nous avons donc un rendu de résultat donc, qui est un petit peu moins important, 66% de diagnostic positif. Les gènes majeurs, en fait, ce sont des gènes de transmission dominante, notamment avec le gène OPA1, qui est également un très très grand gène. Nous avons également un patient sur 6 qui présente une anomalie de son ADN mitochondrial. Et enfin, un patient sur 10 qui présente une forme en fait, que l'on appelle de Wolfram, une maladie de Wolfram. Elles peuvent être dominantes, elles sont un petit peu moins sévères, mais la plupart sont des formes récessives. Le bilan final. Donc nous avons, à l'heure actuelle, à peu près, nous rendons un résultat positif dans 70% des cas, donc pour 70% des familles. Donc c'est une confirmation de la clinique, mais également une confirmation du mode de transmission. Je vous ai fait une petite liste des gènes majeurs qui sont responsables de dystrophie de la rétine ou des neuropathies optiques. Donc le gène majeur, c'est le gène ABCA4. Il est responsable soit d'une maculopathie de Stargardt ou également d'une rétinite pigmentaire. Donc nous avons presque 300 familles à Montpellier. Ensuite, le gène UJ2A, le gène majeur du Char de type 2 ou des rétines pigmentaires récessives, avec 200 familles. Donc nous espérons voilà, dans le futur qu'on pourra apporter des réponses à ces patients en termes thérapeutiques. Ensuite, le gène RPGR, donc pour lequel un essai clinique est également en cours, donc avec plus de 100 familles. Et puis après, le gène OPA1, donc le gène des atrophies optiques dominantes avec plus de 100 familles. Donc ça c'est important en fait, hein, pour nous présenter également. On est centre de référence, donc si on est contacté par des laboratoires pharmaceutiques, voilà, on peut, en fonction des critères d'éligibilité, proposer des patients parce qu'on a cette base de données en fait, avec ces résultats génétiques. Et quand c'est négatif, eh ben, selon la méthode de diagnostic employée, au cas par cas, on va adapter notre stratégie. Donc on va pouvoir faire un criblage très très large de gènes, c'est le séquençage de l'exome. On va aller séquencer toutes les briques qui existent en fait dans le génome. Le but est de découvrir la plupart du temps de nouveaux gènes. Ensuite, on a le criblage de tout le génome. C'est ce qu'on appelle un whole genome sequencing. C'est ce que fait le plan France Médecine Génomique, même si en fait le niveau de lecture va être différent sur les plateformes. Donc le but, c'est de séquencer les 3 milliards de paires de bases de notre génome. Et là, le but, c'est de découvrir de nouveaux mécanismes. Et parfois, il nous faut interpréter en fait, le résultat d'une mutation. Est-ce qu'elle va être pathogène? Est-ce que c'est vraiment elle qui cause la pathologie? Et là, on a besoin en fait, d'études in silico fonctionnelles qui sont nécessaires pour découvrir justement de nouveaux mécanismes, de nouvelles mutations causales. Et puis ces stratégies en fait, dans l'équipe à Montpellier ont été fructueuses, puisqu'elles nous ont permis de décrire en fait, pour l'instant 5 nouveaux gènes de dystrophie de la rétine. Le gène RP65, hein, c'était Christian Hamel. Le gène IMPG1, PRDM13, responsable plutôt de dystrophie maculaire, MAPKPK3 en fait, que le professeur Meunier a découvert, qui est un gène en fait, qui donne une rétinopathie froissée de la Martinique, et puis un nouveau gène pour lequel on est en train de préparer une publication en fait, que nous avons appelée CPHRP en mémoire de Christian. Le diagnostic génétique vient donc confirmer le diagnostic clinique, il le complète parfois, il est indispensable à ce conseil génétique et indispensable également pour toutes les futures thérapies géniques. Donc on vous a dit en fait, hein, vous en avez entendu parler, je ne vais pas revenir sur tous les essais cliniques qui sont en cours dans le monde, et puis d'autres thérapies sont en préparation, également en essais cliniques. Je vous remercie de votre attention, merci d'être toujours à nos côtés, on est aussi à vos côtés. Merci voilà, à l'équipe de notre centre de référence et merci à vous d'être si patients. Les petites gouttes d'eau font de grandes rivières, donc merci de votre contribution. Merci beaucoup. On voit la complexité, on voit aussi la difficulté d'arriver à faire des thérapies géniques pour toutes ces maladies héréditaires. Donc en fait, pendant qu'on va installer la prochaine présentation,
On va peut-être prendre quelques questions, parce qu'on commence à prendre déjà du retard. Donc, Ça me bavarde, mais... désolé. La meilleure généticienne est très bavarde. Excusez-moi, on me signale qu'il n'y a plus de son pour le Zoom. Ah, il n'y a plus de saut sur le Zoom. Bon, on va reprendre ça. Je pense que c'est à chaque fois que ça se déconnecte, en fait, que du coup... Ok. Sinon, il y a des questions. Bonjour, je voudrais savoir si les chiffres que vous avez annoncés sur Montpellier, là, au niveau des répartitions entre les différentes causes de maladie, sont significatifs sur l'ensemble de la France. Oui. Et la deuxième question, c'est quand on dit le gène qui est atteint, pour mon fils en l'occurrence, on lui a dit USH2A, mais on ne dit pas plus. Donc c'est impossible pour nous, familles, d'identifier si éventuellement ça sera possible d'aller dans un protocole ou pas. Alors quand vous êtes en fait suivi en centre de référence, vous êtes référencé donc dans nos bases de données. Quand il y a potentiellement une thérapie qu'on peut vous proposer, en fait, vous serez contacté si vous rentrez dans les critères. Donc en fait, voilà, et on a un réseau national, donc entre centres de référence, hein, on collabore pour effectivement en fait, ne pas vous laisser en impasse thérapeutique. Hein, mais ça, c'est vrai qu'on est encore en essai clinique, hein, donc ça, c'est des choses qui vont se développer dans le futur. C'est vrai qu'il y a des preuves en fait d'amélioration visuelle hein, pour notamment ProQR, donc qui nous donne beaucoup d'espoir. Mais voilà, normalement, en fait, voilà, vous êtes référencé, donc il suffit juste... Nous, on sait en fait hein, quelle mutation vous avez, donc on sait si ça correspond ou pas aux critères d'éligibilité. C'est le rôle de la base génétique que l'on a, c'est-à-dire que c'est le rôle de la base génétique lorsqu'on a lancé le protocole ProQR où il fallait chercher les 2 mutations que je vous ai montrées. On mouline la base de données, donc les 5000 et quelques familles, de façon informatique, puisqu'on rentre les résultats génétiques mutation par mutation, et en même pas une minute, le temps que ça tourne et que ça aille chercher toutes les familles, je peux lister tous les patients qui ont telle mutation d'un côté, et savoir aussi quelle est la mutation de l'autre côté. Donc c'est cette sécurité-là qui fait que lorsqu'il y a des essais cliniques, on va lister tous les patients qui seraient potentiellement éligibles, et puis après, il faut qu'on aille voir quelle est l'acuité visuelle, comment était le dernier OCT, faut-il les revoir pour voir s'ils sont toujours éligibles, etc. Mais c'est notre mission. Et ça, c'est au niveau national ou c'est spécifiquement sur Montpellier? Chaque centre un peu à sa façon de faire. Hein, mais nous, on a une base de données effectivement que professeur Meunier donc, a fait développer, et vraiment en fait on a un système d'exploitation qui est géré au jour le jour et qui nous permet en fait de faire ce filtre effectivement sur voilà, le type d'exon où il y a la mutation, le gène, et puis on peut avoir toutes les données cliniques en fait voilà, pour proposer au mieux, hein, si une entreprise pharmaceutique nous contacte, on peut leur donner toutes ces informations-là. Alors souvent les autres centres ont plutôt d'un côté une base génétique et de l'autre côté la base clinique. Là, la force, c'est qu'il y a les deux, et je crois que ça intéresse aussi quand même les 15-20 qui ont contacté le responsable qui est au CHU de Montpellier, qui coordonne beaucoup de banques, maladies rares comme ça, pas que ophtalmologiques. Hein, et donc ça risque de s'étendre aux autres centres parce que c'est vraiment très robuste. C'est ensuite sécurisé, hein, c'est-à-dire que c'est hébergé officiellement par un serveur de sécurité agréé pour des données médicales. Ça a un coût, hein, c'est 10 000 € par an, mais c'est la sécurité absolue. Ça met un peu plus de temps pour nous quand on rentre, ça fait des allers-retours entre ces serveurs, mais c'est protégé, puisque là, il y a vraiment des données génétiques. C'est bon. Une question que j'aurais peut-être dû poser tout à l'heure dans l'exposé précédent, ça concerne la transmission autosomal dominant. Alors, c'est une idée naïve, mais je voudrais comprendre pourquoi c'est naïf, enfin, c'est pas juste. Dans ce cas de figure, puisque la protéine est toxique, enfin, c'est celle qui est formée par le gène muté est toxique, on se trouve dans une situation où il faut soit le rendre silencieux, le gène, ou soit le crispériser. Mais si on appliquait une thérapie génétique de type récessive, c'est-à-dire qu'on rajoute du gène sain, est-ce que de ce fait, on exprimerait
plus fréquemment le bon gène, plus ceux qu'on a rajoutés, et donc en proportion, de manière moins importante, le gène muté, et donc il y aurait moins d'accumulation de protéines toxiques. Alors tout dépend du mode de fonctionnement. En fait, pour les mutations dominantes, il y a plusieurs modes de fonctionnement. Il y a effectivement ce qu'on appelle l'effet dominant négatif, c'est-à-dire que l'allèle muté est toxique pour l'allèle sain. Il y a aussi un mécanisme qu'on dit d'haploinsuffisance. Alors dans les deux cas, c'est difficile, parce qu'en cas d'haploinsuffisance, on se dit haploinsuffisance, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de protéines. Oui. Si on en apporte, on risque d'en apporter trop. C'est un peu le cas d'OPA1 pour les atrophies optiques dominantes, en fait. Si on en apporte trop, on va être toxique aussi. Donc le problème étant de jauger la quantité de transcrits. Et c'est vrai que finalement, ça c'est un peu compliqué. Donc tout dépend du mécanisme d'action de la mutation. Mais si c'est une mutation qui est toxique parce qu'elle a un effet dominant négatif, c'est-à-dire que la protéine mutée va empêcher la protéine normale de bien fonctionner parce qu'elle a une configuration anormale et elle va en fait empêcher la protéine normale de faire son job. Dans ce cas-là, le CRISPR-Cas, c'est effectivement tout indiqué parce qu'on va couper la mutation sur l'allèle muté, on va couper la toxicité et on va réparer. Et même si c'est réparé, en fait, tant qu'on coupe la mutation, donc on va avoir une réparation qui va se faire et on va permettre à la protéine normale sur l'autre allèle de s'exprimer, quelle que soit la quantité. Parfois, en fait, on a juste besoin d'un peu de protéine, tant qu'elle est normale, pour que ça fonctionne bien. Mais dans le cas dominant négatif, le fait d'apporter un gène... Voilà, ça va au contraire, la toxicité va rester là. Mais en proportion, elle ne va pas diminuer puisqu'il y aura moins de protéines... Et ben en fait, c'est pas sûr. Il y a des fois, au contraire, en fait, la toxicité, elle s'exprime encore. Et bien plus, parce qu'on apporte de l'eau au moulin, en gros. On continue peut-être en retard. Peut-être une dernière question, mais une question rapide, une réponse Sinon, rapide. en fait, je serai disponible si vous voulez discuter aussi. Si vous avez un cas particulier à me demander, si vous attendiez des résultats, il n'y a pas de souci. Oui.